Pour le sujet qui nous anime aujourd'hui, j'aimerais bien, en fait, en guise un peu de préambule, que si vous pouvez m'échanger un peu dans le fil de conversation, c'est quoi pour vous, en fait, le coaching et le jeu? Est-ce que ça vous parle? Enfin, qu'est-ce qui vous vient quand on associe ces deux termes ensemble? Alors, Pour moi, c'est l'hémisphère droit tout de suite qui me vient. C'est-à-dire que quand on est dans le jeu, on active chez les personnes tout ce qui est sensations et émotions, et c'est très spontané. Ça passe pas par le filtre de la pensée. ouais, alors du coup, là, il y a plein de messages qui apparaissent. Le plaisir, le jeu ou la créativité, la spontanéité. L'exploration, le jeu comme forme d'apprentissage, ouais. Intuition, plaisir, se connecter à son enfant intérieur. Désolée du retard, je pense que merci. L'inconscient, ok. Chouette. Symbolique et systémique. Ah bah, j'ai plus rien à vous apprendre. Enfin, j'ai plus rien à. Tout est dit en fait. Hein. Du coup, on n'a plus qu'à jouer ensemble. Ok. Alors, je vais passer en. J'avais préparé un petit support et je vais essayer. Alors, c'est ma premier Zoom. Hein, donc, du coup, j'ai quand même désigné Alban au cas où pour m'aider si jamais ça, ça crache total. Pour arriver. Attends, alors, il faut que j'aille partager. Je sais plus comment on fait ça. Partage. Ah, si, c'est bon. Voilà. Et si je me mets en diaporama, voilà. Alors moi, c'est exactement ce que vous me partagez. En fait, je me suis intéressée à ce sujet pendant mon MBC, le MBC 25, évidemment quand je cherchais un thème de mémoire. Et un jour, en fait, alors je ne sais pas si ce qu'on fait, comment ça vous est venu, mais en fait, moi, c'est un jour, j'ai été comme une espèce de révélation, un peu saisie par la grâce. J'ai réalisé qu'à chaque fois qu'on faisait un prototype, des animations, une animation déléguée chez Mosaïque, en fait, on était en train de s'entraîner à être une équipe efficace. Avant, j'avais l'impression que on se débriefait sur l'intention, sur nos modalités de fonctionnement, mais je n'avais pas vu qu'on était en train de s'entraîner. Là, ça m'a saisi d'un coup. Alors, c'était au milieu du MBC, donc je me suis dit que c'est mieux vaut tard que jamais, mais ça m'a fait rigoler. Et du coup, ça m'a vraiment tout rééclairé, l'apprentissage qu'on a chez Mosaïque, où je me suis rendu compte on pouvait vraiment faire une analogie entre le jeu et le coaching. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'étudier la question et vachement puissant parce que finalement, le jeu, il a cette faculté d'être un support d'apprentissage hyper puissant parce qu'il n'est pas intentionnel. Alors, je ne sais pas si là où ça nous reconnecte un peu à nos histoires d'enfants, c'est-à-dire que c'est exactement comme quand on était... j'entends un bruit parasite, hein, pardon. C'est exactement comme quand on apprenait à marcher, on a essayé, on est tombé, on s'est relevé. Et ben c'est ça en fait l'apprentissage diffus, c'est apprendre en faisant, se transformer en prototypant et en fait c'est quand même un peu le cœur du coaching pour moi. Du coup, j'ai un peu tiré ce fil de la pelote et c'est ce que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions et à me dire si je parle trop vite. Alors, le jeu comme accélérateur de transformation. En fait, si on se reprend les cadrans de la boussole, cette histoire d'aller explorer l'inconnu, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une gageure et que c'était
vraiment l'enjeu pour nous, coachs, d'emmener nos clients explorer. Et quelque part, aller, c'est-à-dire comment on peut les emmener pour aller consciemment explorer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est tout le paradoxe, en fait. Donc, pour arriver à faire ça, il faut qu'on crée d'abord un cadre protecteur, en fait, une alliance, hein, c'est tout l'objet de la relation, pour pouvoir emmener notre client en sécurité sur un terrain de jeu. Et donc, effectivement, pas de jeu sans règles du jeu. Et donc, pour moi, les premières règles du jeu, vous les connaissez, hein, mais on peut se les rappeler. C'est les règles de structuration de mosaïque, qui vont travailler, permettre le cadre, vraiment définir le terrain, donc la présence, l'assiduité, ponctualité, participation, confidentialité. Je nous le redis mais on le savait déjà. Et puis la confrontation. Et puis les règles d'évolution, où là, ça va être un peu comme les règles du jeu. Hein. S'étonner, questionner ses certitudes, accepter de ne pas comprendre tout de suite, suspendre son jugement, accueillir son chacal pour écouter sa girafe, agir en méta, apprendre avec plaisir de ses expériences. Et là, ça y est, on retombe on commence à retoucher le jeu du doigt. Oser dire, faire devenir. Inviter, c'est vraiment une invitation à la transformation. Et c'est ça, en fait, les règles qui, une fois qu'on a bien établi ce terrain, hein, et puis comment on va jouer, qu'on peut créer une relation écologique et sécurisante pour nos clients, pour qu'ils puissent se développer en co-responsabilité, coopération, coprotection. Donc, vous voyez, en fait, je revisite un peu la démarche de coaching avec cette approche du jeu. Le jeu, c'est retrouver son âme d'enfant. Eh bien oui. Est-ce que ça vous est réarrivé de vous redécouvrir adulte, mauvais perdant ou Monopoly? Le jeu, il a cette faculté de se reconnecter avec l'enfant qu'on était, parce que c'est universel. Et de nous mettre dans une énergie particulière, qui est l'énergie de la playfulness. Donc pour ceux qui ont fait un petit peu justement sur symbolique, hein, ça fait partie des 3 énergies archétypales de Stephen Gillingham, qui sont, avec la force et l'humour, les énergies qui nous donnent, qui nous mettent en vie, en fait. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à cette énergie, l'apprivoiser, la doser pour ne pas être superficielle, et puis en même temps s'en servir comme levier pour combattre l'homéostasie. Parce que finalement, cet enfant, quand on grandit, on se met des barrières, on se met des croyances, hein, on a tout notre système de filtres qui font que du coup, on s'auto-censure soi-même. Donc, la puissance du jeu, c'est se reconnecter à cette énergie pour pouvoir aller partir à l'inconnu et explorer. C'est pour de faux, il n'y a pas d'enjeu dans le jeu. Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on a une relation d'intimité en parité et qu'on a pu créer du coup ce cadre, et là, le jeu, on peut tomber le masque en fait. On peut faire tomber notre personnage, hein, pour ceux qui sont un peu adeptes de Jung, et puis se reconnecter tête, cœur, corps. En fait, une fois qu'on a tombé le masque, ça aide à on peut se retrouver dans l'émotion, un peu comme dans le sport, par exemple, qui nous reconnecte aussi avec l'envie de la gagne, être mauvais perdant. C'est vraiment, on peut, une fois qu'on se retrouve un peu enfant, aller se regarder nos peurs, comment on ferait un peu pour aller chercher nos protections. Et puis donc, cette histoire du sport aussi, hein, qui est, finalement, on va jouer sur un terrain, c'est aussi tout la réincarnation, qui n'est pas toujours simple, hein, pour nos clients qui peuvent être des fois très dans la tête. Comment on peut utiliser le corps, l'espace, faire se déplacer, faire bouger pour aller voir les choses sous un autre angle. Hein. Donc, je t'emmène sur un terrain et on va jouer à être différents.
Bas les masques quand le jeu révèle. Bah oui, parce qu'en fait, le jeu, c'est le sujet, c'est soit sujet libre, en fait, hein. Du coup, il y a tout ce qui va être autour de l'analogie, et ça, on en a pas mal des outils chez Mosaïque et puis dans le coaching. C'est-à-dire que l'analogie, c'est le fait de faire un lien entre deux objets, d'accord? Et ben, c'est exactement là, enfin, ce qu'on fait dans des outils de coaching, c'est-à-dire on va utiliser ce jeu, le transposer dans un cadre non professionnel et après le réincorporer dans son univers et son cadre professionnel pour pouvoir voir ce qui s'est joué là-bas, qu'est-ce qui se joue ici. Et maintenant, dans le cadre professionnel, je pense à par exemple un professeur chez Mosaïque qui me disait qu'il avait construit un coaching collectif autour de la danse avec des séquences de danse entre des équipes et un passage de relais. Et en fait, ce jeu était destiné à simuler les silos de communication et que c'est pas si simple en fait de se passer un relais. Et ben c'est exactement ça en fait. On transpose à côté, on fait le pas de côté, on va regarder et puis et après on en tire des apprentissages. Alors après, on peut se lister les outils, hein, le synergomètre, le village, les cubes. C'est autant d'outils analogiques qui nous permettent qui nous invite à transposer le jeu dans notre réalité et puis à regarder les choses. Je pense aussi au dessin systémique, par exemple, hein. C'est comment on regarde les jeux d'acteurs par le dessin. Refaire dessiner, c'est aussi c'est la même chose en fait. C'est un petit peu c'est ce qu'on faisait quand on était enfant. Et se laisser guider par le dessin, j'ai un petit clin d'œil à Alban, hein, mais ça révèle aussi. Dernier point, le héros du conte, enfin, avant-dernier, c'est le suivant. Le héros du conte ou le symbolique. Alors là, c'est comment on peut se reconnecter à notre imaginaire et à notre inconscient, hein, qui est quand même un terreau, un matériau pour le coach, hein, l'inconscient. Et le symbolique, c'est vraiment un canal de communication privilégié avec l'inconscient. Vraiment, c'est un langage à part entière, hein. Donc là-dedans, on a tout ce qui touche aux mythes, aux archétypes, qui nous rappellent l'inconscient collectif de l'humanité, les histoires, les contes, les métaphores. On a le conte de fées, on a le voyage du héros pour ceux qui ont pu avoir la chance de le faire. C'est vraiment des mythes épiques, hein, qui sont propres à toutes les civilisations qui nous parlent de notre humanité et puis qui nous permettent aussi de faire ce pas de côté pour aller regarder et questionner des croyances qui nous structurent. Enfin, l'ombre et lumière. Donc là, c'est puisque notre part d'ombre est à la hauteur de sa lumière, et ce serait vraiment dommage de se priver d'aller la regarder. Et ça, c'est vraiment toute la force de l'approche paradoxale qui nous invite à bien regarder bien en face nos peurs pour mieux les déjouer et les apprivoiser. Donc, je ne sais pas si vous avez pu goûter la jubilation du scénario catastrophe qui marche ici vraiment super bien en individuel comme en collectif. Moi, j'aime bien aussi là-dedans tout ce qui est le travail sur la représentation d'un futur projeté pour se retrouver l'envie d'y aller. Et donc là, c'est vraiment tout ce qui touche aux approches des balises du futur, des outils prospectifs. Aller regarder un peu comment ce serait, comment on peut se l'imaginer pour mieux, c'est pareil, apprivoiser et pouvoir trouver l'énergie d'y aller. Parce que c'est ça, en fait, hein, quand même, l'enjeu, c'est comment on fait pour mettre en action. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok. Alors, je continue. Parce que, en fait, dans la relation, forcément, le coach joue aussi. Pardon? Oui, sinon j'ai une question. Mon micro n'était pas Ok. activé. Est-ce que tu peux tu peux en dire un peu plus sur la jubilation du scénario catastrophe parce que je ne suis pas sûr de savoir à quoi tu fais référence. Alors, par exemple, le scénario catastrophe, c'est aller
explorer un gros plantage. Par exemple, là, moi, je pourrais te faire comment est-ce que je pourrais très professionnellement planter mon phosphore aujourd'hui. Mhm. Et tu le fais en brainstorming. Je ne sais pas, tu l'as déjà fait ou pas? Tu connais un peu? Oui, oui, oui. Maintenant, ça me parle, effectivement. Donc, Eh ben, moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on le fait, eh ben, les gens rigolent. Tu as une énergie qui se dégage de ce... Enfin, on est quand même en train de se parler des choses qui nous inquiètent et qui nous font peur. Et quand tu le fais en collectif, il y a toujours un moment de... C'est très énergisant. ok, ok. Et donc, tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est utiliser cette énergie au service de revisiter, et de s'approprier un petit peu nos peurs, quoi. Parce qu'après, une fois que le matériau est sorti, c'est bon. Alors, OK, alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord, merci. De rien. Du coup, tu vois, interaction, le cœur le coach joue aussi. En fait, il y a la ruse du coach aussi pour la mise en action, hein. Donc, les actions du coach ont aussi une incidence sur le coaché et son rapport à son apprentissage. Alors, comment? Déjà, le stretching de la demande, première étape. En fait, le stretching de la demande va permettre de faire émerger une demande cachée. Alors, le coaché, il ne fait pas exprès de la cacher, hein. C'est juste que pour l'instant, il ne l'a pas encore forcément vue. Donc, c'est tout un travail, c'est notre travail de coach, hein, de pouvoir faire émerger un peu par l'interaction et le questionnement pour pouvoir définir une stratégie d'accompagnement. Première action. Deuxième action, le reflet systémique. Et là, c'est l'idée que ce qui se passe entre le client et le coach est le reflet de ce qui se passe aussi dans le système professionnel du coaché. C'est vraiment du coup. Et là, on peut faire deux niveaux là-dessus. C'est-à-dire que identifier, tiens, qu'est-ce qui se joue entre lui et moi? Donc là, c'est le client, il amène quelque chose de son système dans la relation. Et puis, deuxième niveau, c'est avec quoi le client va repartir, enfin, qu'est-ce qui s'est joué dans la relation encore entre le coach et le coaché qui pourra réintégrer dans son système. Et quelque part, du coup, finalement, ce qu'on travaille en séance et les interactions qu'on a, c'est aussi une forme d'entraînement, en fait, qu'il pourra reprendre dans son quotidien une fois qu'il en aura pris conscience. Donc, c'est toujours hyper précieux de pouvoir arriver à voir un reflet et puis de pouvoir le partager. Et ça, c'est vrai en individuel, mais c'est aussi très vrai aussi dans le collectif. Et là, je pense aussi à tout ce que le coach représente en fait dans les coachings collectifs. C'est-à-dire, on symbolise le coach qui représente toute l'organisation en fait. Donc, il y a tout ce qui est sur son rapport au temps, euh, qui parle du délai, il y a la relation au coach qui en soi rappelle aussi l'autorité, la gestion de l'espace et les stratégies territoriales, les processus de communication de décision qui modélisent les schémas de coopération. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis oui, par exemple, même la production, même dans un séminaire, c'est aussi, ça parle aussi de l'énergie de l'équipe. Alors, il y a quelqu'un qui a réussi à faire un truc vert ou c'est moi? Super. Il y a un petit trait vert, moi, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je ne vous vois plus bien, en fait. Autre interaction, la résonance. Alors, ça, c'est différent du reflet, c'est plutôt la résonance, c'est d'abord un concept de thérapie qui est décrit par Moni El-Kaïm. Et on parle, autant dans le reflet, on parle du système, autant là, c'est beaucoup plus l'émotion, en fait, hein. C'est l'émotion, c'est de l'ordre de l'émotion. Quand le coach est envahi par une émotion et que ça perdure après la séance, c'est qu'on a touché un élément du système du coaché qui est une stratégie, enfin, qui touche à son homéostasie. C'est-à-dire que c'est aller le questionner, on se le partage et du coup, aller parler de ce qui résonne, ça peut mettre le doigt sur une croyance et un comportement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une discussion. Pardon.
L'improvisation, c'est aussi quand le coach joue aussi. Donc là, ça va être tout ce qui est tout ce qu'on peut travailler. Alors, quand on travaille un jeu de rôle et une mise en situation, je pense aussi, pour ceux qui l'ont pratiqué, sur du dessin, sur une pièce de théâtre. Moi, je me souviens qu'on avait joué une crise, un drama, quoi. Et puis, du coup, après, on devait rejouer la scène. Et là, il y avait le coach qui rentre dans la scène et qui fait le clown. Et l'idée que, en fait, tout de suite, ça change d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, le rire, c'est la première des émotions qui vient une fois que la crise est passée. Donc, c'est vrai, on peut aussi, nous, utiliser, faire le clown ou utiliser l'humour aussi, qui est un autre levier, pour aider dans les situations de crise à dépasser, à aller vers un nouveau commencement, un nouveau renouveau par le rire. Et l'humour, moi, je trouve aussi que c'est un outil de légèreté qui permet de dédramatiser parce que moi, ça m'arrive d'avoir des situations de coaching un peu avec du pathos sur des gens qui sont pas hyper bien, qui vivent des crises et finalement d'aller parler avec légèreté de ce qui nous plombe, et ben, c'est toujours c'est une ruse aussi pour moi. Et ben, je vois que j'ai été hyper rapide. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous voulez que je les partage avant qu'on aborde les sujets des Oui, limites des conditions de réussite? j'aurais bien aimé revenir sur la question de résonance. Je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Alors, la résonance, c'est quand tu as une émotion, si tu veux, l'émotion de ton client, tu la ressens, D'accord. elle t'envahit. Et là, tu vois, tu as touché, là, il s'est passé quelque chose. Et souvent, c'est une stratégie de défense. Donc, en fait, quand on y en arrive à poser le doigt dessus et à l'identifier, ben, ça permet d'aller questionner aussi un autre fonctionnement du système, du client. Alors, moi, je voudrais bien partager aussi, du coup, mais dans ma pratique, ce que j'ai pu voir, les limites en fait du jeu et puis les conditions de réussite. La première des limites, en fait, c'est de bien toujours garder en tête qu'on a tous nos filtres et que nos schémas de pensée aussi à nous et nos préjugés. Et que donc, nous, coachs, on doit aussi être particulièrement vigilants à nos biais à nous. Et par exemple, quelque chose qui m'est déjà arrivé, c'est de partager une métaphore dont je ne me souviens plus exactement l'image, mais que en fait, ça ne voulait pas du tout dire la même chose, cette image, pour le client, pour mon coaché. Donc, du coup, maintenant, à chaque fois que me vient une image, je précise quand même un peu de temps en temps pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses. Ça peut être aussi une question de temporalité, c'est-à-dire que pour arriver à être dans le jeu, il faut déjà que la relation, il faut un certain temps pour créer une alliance. On ne fait pas ça à la première séance, en général. Enfin, bon, après, on peut toujours avoir de l'humour à la première séance, mais aller se mettre, faire un synergomètre, c'est rarement quelque chose qu'on fait à la première séance. Il faut que la relation elle soit consolidée pour pouvoir partir jouer ensemble à l'aventure en parité. Et puis, ce que je vous disais un petit peu par rapport à tout à l'heure, quand il y a beaucoup de pathos, il faut d'abord pouvoir avoir déposé toute l'émotion, le pathos quand il y en a, pour pouvoir se reconnecter à cette énergie du rire. Sinon, c'est anachronique et ça ne prend pas. En fait. Et puis bon, après, quelque chose qui est beaucoup plus général dans les limites, c'est le client qui fait le coach. Donc, toujours un peu rester en vigilance sur les raisons du choix de notre client pour savoir en fait qu'est-ce que nous, on insuffle dans la relation au profit du changement et du non-changement.
Alors, pour les conditions de réussite, pour moi, il y a deux types de conditions. Il y a les conditions qui garantissent la structuration, qui sont liées à la posture haute sur le cadre, et puis des conditions pour permettre la transformation. Sur la structuration, je leur dis, hein, mais le pacte, s'il n'y a pas de pacte, et du coup, il n'y aura pas d'alliance et il n'y aura pas d'exploration possible. La deuxième condition qui m'est apparue pendant les périodes de Covid, c'est le lieu du coaching. Parce que avant, je faisais des coachings en présentiel. Là, beaucoup s'est passé en distanciel. Et en fait, il faut absolument garantir un lieu une forme de sacralisation du lieu. C'est-à-dire que un coaché qui fait sa séance en plein milieu de son bureau avec ses collègues autour ou qui passe la porte, ça ne marche pas. C'est pas possible. Finalement, se déplacer et créer un espace dédié, c'est déjà aussi le premier des pas de côté. Après, sur les conditions de transformation, en fait, si je résume un peu ce qu'on s'était dit avant, l'analogie entre le coaching et le jeu, j'espère que je vous ai transmis l'idée que c'était un facteur d'exploration, c'était vraiment un levier hyper puissant pour aller explorer, donc le cadran de la boussole. L'enjeu, du coup, c'est d'arriver à finir le cercle et puis de se transformer. Et donc là, en fait, pour moi, ce qui est vraiment essentiel du coup, et c'est quand même là que commence notre travail de coach, hein, c'est le débriefing. C'est-à-dire qu'on peut faire un jeu, une analogie de jeu, mais en fait, le coaching, il commence au moment du débriefing. Si vous faites un synergomètre, mais vous ne débriefez pas derrière sur ce qui s'est passé, ou les cubes, bref, en fait, c'est pas du coaching. Donc, c'est vraiment la première des étapes. La deuxième étape, c'est l'ancrage pour ancrer ces transformations. C'est quand même l'ancrage, c'est vraiment la notion inhérente de la transformation. Moi, je vous avoue que c'est un sujet que j'ai pas de... Je trouve que c'est très personnel, l'ancrage. Donc, c'est vraiment... la modalité d'ancrage, elle appartient quand même vraiment au coaché. Donc, on peut lui proposer des ancrages physiques, on peut lui proposer des ancrages olfactifs, des images, mais en fait, le bon ancrage, ce sera son ancrage. Autre condition très importante de transformation, c'est la mesure des progrès. Parce que ça, c'est la compétence 11 du coach, hein, c'est gérer les progrès, la responsabilité. C'est quelque chose qu'on met souvent au démarrage dans les contrats et puis au fil des séances, hein, avec à quoi on saura qu'on aura réussi, hein, quand même, les critères de réussite. Moi, j'aime bien aussi l'échelle où on peut se mesurer à différentes phases du coaching, où tu en es par rapport à ton objectif, si sur une échelle de 1 à 7. Et je trouve que justement, cette échelle par terre, par exemple, physique, ça participe aussi, c'est aussi l'ancrage du progrès. Et puis, il y a forcément aussi une notion de temps, hein, c'est-à-dire que le coaching, ça prend du temps, donc c'est un peu voir si il y a un temps de digestion entre des séances et puis pour mesurer aussi les progrès et voir que les choses les transformations du coaché qui fait un pas de côté ou qui n'est pas en train de reproduire. Et puis bien sûr la supervision. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on partage? Est-ce que vous avez des partages sur vos vécus aussi? Alors, moi, c'était quand même une gageure, hein, c'est d'arriver à être à la fois, vous raconter quelque chose, mais en essayant de vous mettre quand même dans une énergie du jeu. Donc, j'espère que je n'ai pas éteint tout le monde.
Et sinon, je vais vous proposer de jouer. Moi, j'avais envie juste de faire une remarque sur ce que tu disais quand tu disais que pas forcément démarrer avec le jeu. Là où je te rejoins, c'est que l'importance du pacte qui va permettre justement d'aller vers ça. Mais j'aurais envie de te challenger sur comment justement on peut le faire dès le départ pour dans le jeu au centre. Et que ça peut être aussi une manière, en introduisant avec le jeu, de créer le pacte différemment, en fait. Je sais pas si tu peux Si, moi, je partage. Ouais, je partage. Après, ça dépend, moi, je trouve, de l'état émotionnel aussi de ton coaché et de sa demande. S'il est dans une relation hyper conflictuelle et que je pense qu'il faut sentir le moment. Ouais. Sentir de toute façon, c'est indispensable, mais justement de l'initier comme quelque chose, comme tu l'as dit, qui fait sortir. Oui, non, mais moi, je mettrais un bémol par rapport à cette limite que tu as portée sur le fait que ça ne peut pas forcément arriver au commencement, où il faut qu'il y ait un temps voilà, où là-dessus, moi, j'aurais tendance peut-être à accélérer plus vite et à emmener au contraire plus vite dans le jeu dès le commencement pour bien. Après, voilà, là où je te rejoins, c'est qu'il y a plein de formes de jeu, tu vois. C'est-à-dire que le pacte est vraiment aussi un moment où tu peux utiliser l'humour. Enfin, mais c'est pas forcément le moment où je vais faire un jeu analogique, tu vois. C'est juste ça que je veux dire. Oui, Il y a des degrés dans les jeux. Il y a différents niveaux de jeu. Ouais. C'est Mais marrant d'ailleurs ce parallèle que tu fais entre l'humour et le jeu. Tu l'associes beaucoup, l'humour et le jeu. C'est intéressant. Je trouve que ça met, ça n'aura, pour moi l'humour c'est aussi un clin d'œil quelque part. Donc c'est une forme, on retrouve un peu cette playfulness, tu vois, dans le, ouais. il y a cette énergie là, je trouve. Ouais. Ça me donne envie d'aller explorer ce serait quoi la différence entre l'humour et le jeu. Avec plaisir. Moi, j'aimerais bien vous inviter à essayer de retrouver un peu cette énergie-là et aller la goûter pour vous donner aussi envie d'y aller. Et du coup, j'ai imaginé un petit jeu. Alors ça, évidemment, c'est le moment où ça ne marche plus. Hop, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Alors, voilà, j'avais envie de vous proposer de vous amuser en sous-groupe à faire le portrait chinois de la démarche de coaching. Si c'était un philosophe, ce serait qui? Si c'était un film, ce serait lequel? Si c'était un jeu, si c'était un plat. Et donc là, si ça vous va, eh ben, je vous propose de vous envoyer, si j'y arrive, en salle pour 10 minutes. Et puis après, on est combien? Après, du coup, 26. Enfin, chaque groupe, je pense qu'on peut faire 4 groupes ou 5 groupes qui se derrière. Donc, de façon très autoritaire, je vais prendre ça pour un et je vous envoie en salle.